tous. Il y a encore quelques retardataires. On va commencer parce qu'on a quand même un quart d'heure, 20 minutes de retard sur notre planning. Merci aux intervenants d'être là. Merci surtout à notre animateur Thomas Bagvé, journaliste indépendant, ancien du JDT. La table ronde va être autour des solutions full cloud vont-elles enfin décoller. On a un petit peu eu des débuts de réponses lors des 2 premières tables rondes. Là, on va un petit peu plus approfondir le sujet. Donc, nous avons donc sur cette table ronde Pascal Duciot, Country Manager de 8x8. C'est un des nouveaux venus aussi sur le marché français, américain, il se présentera. Franck Peter Nebel, Business Manager d'Amplement Sierpac, plutôt Amplement, il expliquera pourquoi Amplement. Nicolas Mocro, BroadCloud France, leader, c'est BroadSoft Cisco maintenant, il nous parlera aussi un petit peu de ce rapprochement Cisco-BroadSoft. Jean-François Cast, Innovation Product, directeur de Sentil. C'est un peu l'homme produit de Sentil qui, effectivement, connaît bien les différentes évolutions de ces offres de communication unifiée et surtout collaboration. Et Gilles Guiral, Country Manager de Wildix, qui est aussi un spécialiste maintenant dans le domaine du full cloud et qui est un de nos nouveaux adhérents. Voilà. Vous avez donc 45 minutes, 45 minutes si possible. On a débordé sur la table ronde précédente, on verra. Mais voilà, je laisse Thomas animer cette table. Merci à vous tous. Pour cette dernière table ronde avant le déjeuner, il y a évidemment beaucoup de choses qui ont été dites sur les tables rondes précédentes. On va plutôt s'interroger sur la question économique, vraiment comprendre comment ces solutions-là vont décoller et si le décollage, bien sûr, a eu lieu. Alors, en guise d'introduction, très rapidement, je pense que le contexte actuel, en tout cas ce qui s'est passé vis-à-vis de certaines entreprises, nous permet de comprendre un tout petit peu que, à défaut de décollage, on peut déjà commencer à voir que certains signes sont très encourageants. Je prendrai 2 exemples. Je vais d'abord prendre l'exemple d'Eurostar, qui a décidé il y a quelques années, bien sûr c'est un grand compte, mais l'exemple est quand même digne d'être souligné, a décidé il y a quelques années de migrer tous ses services sur le cloud. Je peux également citer comme exemple du grand groupe Veolia, qui a migré pas moins de 400 applications sur le cloud. Alors, ces 2 exemples illustrent bien que la consommation des services a bel et bien changé. Je pense que si j'avais demandé à certains des intégrateurs dans la salle ou à certains des éditeurs, même si effectivement leur métier a changé, s'ils imaginaient qu'il y a 5, même prenons même 10 ans à 10 ans de là, s'ils imaginaient un moment qu'ils proposeraient à leurs clients d'installer des solutions de téléphonie hors de leur mur, je pense qu'ils auraient été traités d'hérétiques, ils auraient peut-être même été traités même de pire que ça. Alors qu'aujourd'hui, on voit bien que une entreprise est prête à se séparer de ce qui composait encore hier le cœur de sa téléphonie. D'ailleurs, c'est intéressant dans la table ronde d'avoir quelqu'un de chez Alcatel, cette entreprise, puisque eux-mêmes sont en train de vivre cette transformation et d'appliquer un peu ce changement à leur manière de proposer des services aux clients. Alors, aujourd'hui, il y a effectivement aussi un contexte technologique qui est différent. On a de la fibre qui fonctionne bien, on a du FTTO, du FTTH, on a des débits d'1 gigabit, ce qui change bien sûr beaucoup de choses. On a de la 4G, on a des pylônes qui, suivant les opérateurs, permettent de couvrir 90, voire 98% de la population, ce qui effectivement change beaucoup de choses dans la manière de pouvoir consulter mener une visioconférence, de pouvoir gérer un client grâce à un CRM, notamment en situation de mobilité. Pour autant, toutes les entreprises ne sont pas pareilles. J'ai volontairement donné les cas de grands comptes au début, même si on sait qu'effectivement, ils ont des moyens, ils ont des DSI, ils ont effectivement les outils, ils ont les gens qui leur permettent de mener cette réflexion. Quand on descend au niveau de la PME ou de la TPE, on se rend bien vite compte que les choses sont un tout petit peu différentes. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une sensibilisation, ça a encore été dit dans la table ronde précédente. Pour autant, les entreprises ne sont pas prêtes à sauter le pas. Dans n'importe quel salon, je vous invite à aller parler des intégrateurs de Bretagne, de la région de Marseille. Posez-leur la question et vous saurez qu'effectivement, il y a une vraie réflexion qui est en cours, mais on n'avait pas encore, ces entreprises ne sont pas encore peut-être prêtes à sauter le pas. On en reparlera. Du coup, on comprend qu'il y a encore des résistances et
justement, la table ronde d'aujourd'hui va nous permettre de comprendre justement de comprendre quelles sont ces distances et de les nommer. Donc, on va se poser différentes questions, et bien d'autres, bien sûr, à l'occasion de cette table ronde. Quels sont les éléments qui nous permettent d'évoquer la question du décollage? Quels services sont concernés? Et puis, dernière question, toutes les entreprises sont-elles logées à la même enseigne? Alors, avant de débuter cette table ronde et de lancer ma première question, je vais laisser aux différents intervenants, on va commencer par la personne à ma gauche, se présenter très brièvement, et puis après, nous débuterons la discussion. Donc, je suis Pascal Lucio, le country manager de 8x8. 8x8 est une société d'origine américaine. On est basé à San José. On fait aujourd'hui un peu plus de 300 millions de dollars de chiffre d'affaires. On est coté à la bourse de New York. On a un très fort taux de croissance sur ce marché, puisqu'on croît en gros de 20 à 25% trimestre après trimestre. Aujourd'hui, la société emploie un peu plus de 1500 personnes. Comme toutes les sociétés d'origine américaine, on s'est plutôt développé là où ça parlait anglais. Donc, après les États-Unis, on est allé en Angleterre, après on est allé en Nouvelle-Zélande. Et puis là, depuis 18 mois, 8x8 a décidé d'investir le continent européen, à partir d'ailleurs de l'Angleterre et de San José. Pour vous dire que nous sommes un des leaders de la communication unifiée dans le cloud, c'est pas nous qui le disons, c'est le Gartner Group. Donc, si vous prenez le cadre magique du Gartner Group, 8x8 fait partie des leaders. Il y a d'ailleurs un autre leader présent dans cette salle qui s'appelle OBS, qui fait aussi partie des leaders de la communication unifiée dans le cloud. La proposition de valeur de 8x8, c'est de fournir une solution de communication unifiée, mais aussi le service opérateur. D'une part, nous proposons et nous éditons l'ensemble de notre solution de communication unifiée, et pas uniquement, puisque nous investissons aussi le monde du centre de contact, mais aussi la fourniture de la partie opérateur. En ce qui concerne notre go-to-market, autant aux États-Unis, le mode est hybride, autant en France, il a été décidé d'aller 100% dans un business model indirect. Et nous avons signé en fin d'année dernière un premier partenaire qui est d'ailleurs présent aussi aujourd'hui, qui s'appelle Itensia. Donc, je suis Franck Peter Nubel, je suis en charge du business développement pour la société Amplement. Alors, Amplement, on est un éditeur français qui a une expertise, une spécialité dans la voix sur IP et la communication sur IP. Et ça depuis maintenant 20 ans. Alors, Amplement, c'est une société qui est jeune, mais 20 ans parce qu'on est adossé au groupe Sirpac. Et Sirpac, c'est un équipementier qui, historiquement, qui continue d'ailleurs à alimenter les opérateurs d'infrastructures, plus sur un modèle B2C, mais qui a entamé sa transformation il y a maintenant quelques années et qui a acquis deux sociétés, une Andrexen, qui est un éditeur vraiment aussi sur la partie communifiée et voix sur IP, qui a une dizaine d'années d'existence, et plus récemment Amplement, qui est sur plus des outils de collaboration et de réseau social entreprise. Voilà. Alors aujourd'hui, Amplement regroupe l'ensemble de ces deux activités-là. Donc nous développons et mettons à disposition en mode indirect à nos clients opérateurs de télécommunications des solutions de téléphonie IP classique, on peut connecter des postes IP, de communication unifiée avec tout ce qui a été évoqué auparavant, et de collaboration, de groupes de travail, avec une notion de réseau social dans l'entreprise ou même ouvert à l'extérieur de l'entreprise. Je précise, le tout dans le cloud, c'est important, hébergé en France. Bonjour à tous et à toutes. Donc, Nicolas Mocro, donc Broadsoft, j'ai la responsabilité de BroadCloud pour la France. Donc, Broadsoft, c'est un éditeur américain qui, du coup, distribue ses solutions de communication unifiée fixe, mobile en marque blanche, donc principalement pour les opérateurs, depuis quelques années en France, avec les 3 grands opérateurs qui possèdent nos solutions. Et puis, plus récemment, on a un bascule d'un modèle cloud pour être encore plus près de toutes ces entreprises de proximité dans tous les pays. Donc, Broadsoft faisait 400 millions de chiffre d'affaires, avait déployé déjà 20 millions de licences dans le monde, avant d'être acheté par Cisco il y a 4 mois. Donc, acquisition qui est maintenant effective. Et donc, nous sommes effectivement aujourd'hui partie d'une business unit qui est au service de la solution de collaboration unifiée de Cisco. Bonjour, je suis Jean-François Katz, donc je suis directeur de l'innovation chez Sentil. Sentil, acteur européen, éditeur de logiciels spécialisé dans le développement de plateformes cloud PBX et de collaboration,
qui sont publiés et fournis en marque blanche à des opérateurs fixes, mobiles, mais également à des intégrateurs qui sont chargés d'opérer le service en utilisant la technologie que nous leur fournissons. Notre plateforme, Istra, c'est le fruit d'une vingtaine d'années d'expertise dans le domaine de la voix sur IP pour les entreprises, mais également et plus généralement dans les solutions télécom IP en mode hébergé, multi-entreprise, multi-tenant. À titre personnel, donc, j'ai 30 ans d'expérience dans le monde des télécoms et j'ai passé 3 années dans la Silicon Valley et notamment, il y a fort longtemps, j'ai été VP Product chez 8x8. Un transfuge. Bonjour, je m'appelle Gilles Gira, donc je suis country manager de Wix. Donc Wix est une société italienne montée par 2 frères, les frères Steve et Dimitri Osler, donc comme leur nom l'indique, très italien. Et donc en fait c'est une société qu'on peut considérer aujourd'hui comme une multinationale puisque nous sommes déployés en Italie, en France, en Allemagne pour gérer la région d'Ache, récemment en Angleterre et également aux États-Unis. Donc nous sommes un éditeur de logiciels effectivement en ce sens que nous fournissons des solutions logicielles de Unified Communication and Collaboration, mais nous sommes verticalisés en ce sens que nous fournissons aussi le matériel. C'est-à-dire nous fournissons notamment les postes IP pour une raison très simple. Il y a quelques années, on a fait ce virage-là pour avoir justement une solution beaucoup plus simple en termes d'intégration. Vous vous souvenez de la première table ronde, on parlait d'intégration et de simplification. Pour aller dans ce sens de la simplification, on a donc verticalisé, au sens noble du terme, je dirais, le hardware et le software. Une de nos spécificités est que dès le départ, on a choisi une solution WebRTC qui, pardon pour Alcatel Lucent, fonctionne parfaitement bien aujourd'hui, puisque nous avons à peu près 198 partenaires qui l'utilisent de façon extensive sur des solutions évidemment de plateformes volant des laptops au travers de Google Chrome et autres. Une autre spécificité, c'est que nous travaillons exclusivement dans un modèle indirect. Alors indirect, je tiens à préciser le terme ici, indirect signifie travailler avec directement les installateurs privés, les SS2I, les intégrateurs, les infogéreurs. On ne passe pas par un réseau de distribution tout simple, dans la mesure où on veut véritablement avoir ce contact qui est extrêmement important avec l'intégrateur pour pouvoir évidemment réinjecter et avoir l'agilité au niveau des roadmaps et avoir la connaissance du terrain. Très bien, merci pour cette introduction. Quel est l'élément déclencheur qui favorise l'entrée de ces services, des services cloud dans les entreprises? Nicolas Mocro et puis Jules Guirade. Alors, donc déjà, la partie cloud aujourd'hui, elle est prête. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est de constater que finalement, on est à un cycle intéressant. On est à l'adéquation de l'offre et de la demande. Il y a 1 an, on était ici présents, on a tous collectivement travaillé, les opérateurs de proximité, les grands opérateurs d'infrastructure, les intégrateurs, pour être capables d'avoir des offres prêtes pour les TPE, les PME et les grands comptes. Donc ça, c'est l'offre est prête. La demande, elle est également pour les entreprises. Pourquoi? Parce qu'effectivement, déjà parce qu'on a confiance dans son intégrateur de proximité. Donc ça veut dire que si l'intégrateur a une offre et que j'ai confiance en lui, je suis capable de faire le pas et de pouvoir basculer tout ou partie de ma solution. Et puis, j'allais dire, sur les grands comptes, on a aussi des processus qui sont prêts. Donc, l'offre et la demande qui est finalement arrive à un même moment à un marché qui demande des solutions simples et dans le cloud, j'allais dire naturellement, on a un premier phénomène de décollage. Oui, je suis assez d'accord avec Nicolas. C'est vrai que sans demande, l'offre n'existe pas. Donc, on a notamment grâce, on va dire, à la vague américaine qui est en train d'arriver quelque part un marché qui est en train de s'éduquer, clairement. Donc, il faut effectivement pouvoir disposer d'offres cloud. Après, je serais un peu plus mitigé sur le fait que, voilà, on va arriver à des solutions à 90% de cloud. Je dirais 2 éléments majeurs aujourd'hui pour moi qui fait qu'il va y avoir quand même, je dirais, des challenges à relever. C'est les business models. C'est-à-dire que quand on parle de modèle cloud aujourd'hui, on parle de modèle où on passe du CAPEX au OPEX. Or, en ce qui nous concerne, n'oublions pas que nous touchons directement au modèle indirect. Donc, on voit les systèmes intégrateurs, on voit les intégrateurs, on voit les installateurs privés, et on s'aperçoit que leur imposer le passage de mode on-premise, comme on dit, dans un mode full cloud, amène de vrais problèmes tout simplement dans le PNL.
parce que vous On allez... va parler du business model. D'accord, ok. C'est prévu. Donc, à part ça, non, je suis tout à fait d'accord avec Nicolas. D'accord. Comment se passe l'adoption de ces services? Parce qu'effectivement, on sait qu'aujourd'hui, il y a une offre qui est disponible. Pour autant, est-ce que les entreprises s'en saisissent-elles et comment est-ce qu'elles commencent à utiliser ces services? Franck Nubel et puis Pascal Dussou. Alors effectivement, l'adoption des entreprises, elle passe par les décideurs d'entreprise principalement, qui aujourd'hui ont des usages, on en a beaucoup parlé auparavant à titre personnel, WhatsApp, Messenger, Internet, voilà, et qui veulent aujourd'hui pouvoir avoir des outils qui soient un peu plus efficaces, qui amènent de l'efficacité, de la communication, de la collaboration, des usages de visioconférence, de collaboration. Voilà, donc principalement, ça passe par les décideurs d'entreprise. Voilà, il y a des études aujourd'hui qui montrent que les PME regardent beaucoup ce qui se passe dans les grands comptes, parce que les grands comptes ont déjà opéré cette transformation-là pour l'adoption des outils et même par les grands éditeurs type Microsoft ou d'autres. Et donc les PME, 80% des dirigeants de PME ou même des entreprises plus petites sont en mesure de pouvoir migrer vers des solutions full cloud avec des usages de code unifié et de collaboration. Je vais repréciser ma question. Effectivement, vous avez répondu à l'entrée du service par le décideur. Est-ce qu'on a aujourd'hui déjà des retours vis-à-vis des usages et de la prise? C'était également une des questions qui a été posée dans la table ronde d'avant, dans les deux tables rondes d'avant. Est-ce qu'on a des retours sur l'usage effectif de ces solutions? Parce que, mine de rien, on a beau parler de la mort du téléphone, on a tous un sur nos bureaux. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens vraiment utilisent ces services et quelle est en chiffres la croissance de ces services, notamment par rapport au téléphone? Je ne sais pas. non, mais il y a au moins c'est clair. Non, mais on le voit, les solutions full cloud, comme nous on le propose, qui sont centralisées sur une plateforme hébergée en France, on voit entre les différents clients qu'on a pu adresser aux opérateurs, on voit le nombre de licences qui sont acquises et qui sont pratiquées, parce qu'on a un modèle de licence qui fait qu'on a des licences qui sont assez simples et packagées, mais des licences qui vont de la connectivité d'un simple téléphone et des licences qui vont jusqu'à l'usage d'une solution type WebRTC, un peu comme Webix, sur des usages qui permettent de faire de l'IM, de l'audio et autres. Voilà. Et donc aujourd'hui, à travers nos clients, pour les plus anciens, ils sont encore très axés sur du post-IP, on va dire classique. Voilà, aujourd'hui, on a eu l'opportunité et la chance de pouvoir acquérir des clients sur l'année 2017 et sur l'année 2018 qui ont vraiment une stratégie de vente et d'accompagnement sur la communication unifiée, de proposer uniquement de la connectivité sur le poste mobile et de l'usage uniquement sur son poste device qui peut être du PC ou du Mac. Pascal Dussou. Alors moi, je voudrais juste refaire un tout petit peu d'histoire, même si ça a été évoqué par les précédentes tables. En ce qui concerne la pénétration du cloud dans la communication d'entreprise, à la fin des années 90, j'en ai bien profité à l'époque, j'étais chez Alcatel-Lucent, on vendait des solutions on-premises, que ce soit du centre de contact, que ce soit de la téléphonie, que ce soit de la collaboration, enfin de la vidéoconférence. Ensuite, à la fin des années 2010, on a commencé à migrer tout ça dans le cloud, mais on migrait d'une part la partie téléphonie, on migrait la partie centre du contact, on migrait la partie messaging. Et là, vraiment, on est vraiment à la veille, je dirais, de la troisième vague où, sur une même plateforme, on va être capable de proposer une solution qui soit à la fois une solution de communication unifiée qui intègre bien sûr la téléphonie, mais qui intègre aussi la messagerie instantanée, qui intègre l'audioconférence, la vidéoconférence. Et ça, c'est un élément important parce que sur une même plateforme, on est capable de proposer une solution qui n'est pas une solution en silo, comme l'évoquait tout à l'heure Étienne, la cour de Microsoft, mais vraiment une solution qu'on pourrait qualifier de tout en un, sachant qu'en plus 8x8 offre une solution opérateur, donc en termes de fourniture de numéros ou de portabilité de numéros.
Donc ça, c'est vraiment des éléments qui, quand on discute avec des clients, montrent que l'intérêt, au-delà de la mise en œuvre qui doit être facile et de la convivialité de l'application, d'avoir une solution qui regroupe aujourd'hui différentes solutions qui étaient hébergées chez différents fournisseurs éventuellement et assez éparpillées et pas trop faciles à gérer. Le RTC, on en a beaucoup parlé ces dernières années. Est-ce qu'il a un rôle justement dans la pénétration de ces services? Comment est-ce qu'il stimule l'entrée de ces services au sein de l'entreprise? Jules Guéral et Franck. Franck et Jules Guéral. Alors, effectivement, on en a beaucoup parlé aussi au sein des réunions du CDRT. Le programme d'arrêt du réseau RTC initié par Orange, qu'on a annoncé il y a quelques années et initié cette année, qui a démarré cette année sur le RTC et qui va continuer sur le numéris. Effectivement, toute la profession est bien évidemment au courant, donc a besoin, c'est un élément, il y a un facteur qui amplifie le mouvement. Donc il y a celui-ci, plus la généralisation de l'Internet de l'entreprise avec les accès au débit, la fibre, on en a parlé par la suite, on en a déjà parlé, pardon, qui fait qu'aujourd'hui, ça pousse, en tout cas, les gens de notre écosystème, les opérateurs, les intégrateurs, qui sont aujourd'hui équipés tous en solutions cloud, soit en propre avec des plateformes qui peuvent être hébergées, suivant les éditeurs présents ici, ou en full cloud, comme nous on peut le proposer, ou à travers des opérateurs qui font de la marque blanche, type Servercom ou OpenIP, qui ont été sur la table ronde tout à l'heure. Aujourd'hui, chacun des acteurs du marché, et en tout cas les intégrateurs qui sont en contact avec les clients, ont l'opportunité de vendre une solution cloud et d'amener cette valeur de service et d'évolution au sein de l'entreprise. Récemment, on parlait d'offres de demande et c'est vrai que le fait qu'on annonce la fin du RTC, mécaniquement, impose un passage, je dirais, avant même de passer au cloud, impose un passage au numérique, au digital, à la voie sur IP finalement. Et c'est dans ce cadre-là qu'effectivement le cloud intervient, puisque quand on est intégrateur ou installateur privé, on a à ce moment-là différents choix qui se proposent. Le choix du cloud, effectivement, le choix de l'hybride. Ça a été mentionné dans la deuxième table, je pense, des problématiques de certaines sociétés qui ne souhaitent pas utiliser des offres cloud chez Amazon ou chez des Américains ou autres pour des raisons, je dirais, de confidentialité ou de, entre guillemets, nationalisme au sens propre du terme, bien sûr, et des solutions on-premise, c'est-à-dire que paradoxalement, la fin du RTC ne pousse pas mécaniquement de façon importante, en tous les cas, nous, c'est ce qu'on voit par rapport à nos chiffres, la montée du cloud, elle offre simplement la montée du chiffre sur la voie sur IP. Et c'est alors qu'effectivement, qu'on se pose la question, quelles sont les différentes solutions qu'on peut mettre en place. Et c'est pour ça, d'ailleurs, chez Webix, on a ces trois types d'offres aujourd'hui, qui sont l'offre cloud, où on voit effectivement statistiquement, puisqu'on voit les chiffres des solutions cloud que l'on vend, qui sont hébergées chez Amazon Web Services en Allemagne et en Irlande, on voit effectivement les chiffres augmenter sur la partie cloud, mais on voit aussi, paradoxalement, entre guillemets, beaucoup de partenaires monter leur propre cloud. Monter leur propre cloud parce qu'il y a un élément extrêmement important que je dis souvent à mes partenaires, c'est que les technologies changent, mais les relations restent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, entre un éditeur ou un constructeur et un client final, il y a une relation qui est faite par un intégrateur, qui a une expertise, qui a développé son expertise, et qui, s'il est infogéreur ou s'il a une capacité de déployer son cloud privé pour une entreprise, le fait. Le fait parce qu'il veut, lui, verticaliser la solution et être le seul maître à bord. Et on a effectivement ensuite des offres qui ne sont pas du tout cloud, même avec la fin du RTC, qui simplement impose, je dirais, le passage au train IP. Quel est le rôle des infrastructures dans ce décollage? J'ai parlé en introduction de fixe, de 4G. Comment est-ce qu'elles contribuent à ce décollage, Jean-François Katz? Alors, il ne faut pas l'oublier, mais l'un des facteurs clés de l'adoption des services full cloud, c'est l'amélioration des infrastructures fixes, mais également mobiles. Le All Zone n'existe pas encore, et toutes celles et ceux qui ont fait des visioconférences ou des audioconférences dans un train ou en mobilité peuvent en témoigner, mais les infrastructures s'améliorent
Et de ce fait, l'adoption des services full cloud va s'améliorer au rythme de l'amélioration de ces infrastructures. Donc, l'amélioration des infrastructures est directement liée à l'adoption par les entreprises de ces services en mode full cloud. C'est indispensable. Dans ce décollage, et ça, cette question est un peu collective, qu'est-ce que vous attendez des intégrateurs et quel rôle les intégrateurs ont-ils à jouer pour faire en sorte que, bien sûr, ces services entrent dans les entreprises, soient utilisés et continuent, bien sûr, à croître? Jean-François, vous pouvez prendre la parole et puis… Ouais. L'autre facteur clé, c'est l'accompagnement. Outre l'éducation, je crois que l'éducation, comme il a été dit précédemment, elle a bien été faite. Comme vous le savez, nous avons, notamment en France et dans les pays sud-Europe, un assez faible taux de pénétration encore des services full cloud. Mais l'accompagnement et notamment assurer ses clients sur le stockage des données, par où les données vont transiter et comment sont-elles sécurisées. C'est un accompagnement au jour le jour des intégrateurs vis-à-vis de leurs clients. Par défaut, vous le savez bien, les clients les usagers, de manière générale, n'aiment pas le changement. Donc, avant de changer soit d'infrastructure, soit de méthode de travail, soit d'outils de travail pour améliorer leur productivité, il va falloir leur expliquer et leur prouver que demain, ce sera mieux. Et ça, c'est un accompagnement de tous les jours. Ensuite, il va falloir le tester en réel. Et ensuite, il va falloir leur montrer un plan en impliquant en amont les usagers, car aujourd'hui, l'utilisateur final doit faire partie de l'équipe de décideurs. Et c'est indispensable dans cette phase d'accompagnement et donc d'adoption des services full cloud. On va se battre pour prendre le micro. Je rejoins en tout point ce que dit Jean-François sur le côté accompagnement. Mais au-delà de l'accompagnement, il y a la formation. Quand on passe d'un modèle, quand on est intégrateur, qu'on est système intégrateur, qu'on est infogéreur, encore un infogéreur, c'est un peu différent, on est installateur privé, on est vraiment face à des challenges. Je n'ai pas parlé de modèle économique, rassurez-vous. On est face à des challenges techniques. C'est-à-dire qu'on passe d'un modèle on-prem avec des problématiques assez simples au niveau IP, indépendamment du fait qu'il faut bien s'entendre avec l'IT manager, donc avec un contexte politique au travers de l'entreprise à prendre en compte. Dans un modèle cloud, qu'est-ce qui se passe quand on passe au modèle cloud? Il y a une nécessité de maîtriser la chaîne de bout en bout. Maîtriser la chaîne de bout en bout, ça veut dire maîtriser la qualité de service. Une des grosses problématiques aujourd'hui sur lesquelles, en tout cas, nos partenaires on tente de les former en tous les cas, c'est sur cette partie-là, c'est-à-dire toute la phase d'analyse des besoins, qui ne doit pas se limiter à simplement à où je mets mon câble 45 et où je fais monter mon truc, mais jusqu'où je vais remonter jusqu'au cloud, quelle est ma qualité de service, quel est mon éditeur, quel est mon SLA, etc. Donc il y a une problématique déjà technique. Il y a un besoin d'augmenter son niveau de compétence pour prendre en compte toute la chaîne de valeur. Ça, c'est un point extrêmement important. Le deuxième point important, c'est de faire comprendre à l'écosystème que le cloud permet de faire exactement le même niveau d'intégration que si on fait du on-prem. Et ça passe par l'éducation, parce qu'il y a effectivement beaucoup d'idées reçues sur des solutions cloud qui, à partir du moment où c'est du cloud, c'est du tout packagé. Si je veux rajouter une API pour faire telle intégration, je ne peux pas. Or, c'est faux. Aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas les seuls chez Wix, toutes les solutions aujourd'hui d'éditeurs de logiciels ont une couche d'abstraction qui permet de faire des intégrations. Et donc, l'enjeu pour les intégrateurs, c'est de conserver et de développer cette expertise au niveau de l'intégration. Ça tombe bien quand on parle des systèmes intégrateurs, parce que finalement, c'est là où ils vont retrouver, je dirais, de la valeur ajoutée, au-delà du simple câblage qui est effectué dans les sites. Donc, je dirais, pour moi, c'est les deux enjeux majeurs aujourd'hui des sociétés, en tout cas comme nous, qui font de l'indirect pour monter le cloud. C'est la montée en compétence sur des solutions où la chaîne de liaison de télécom est tout de même assez sophistiquée, d'une part, et d'autre part, faire monter en connaissance les intégrateurs sur les capacités d'intégration qu'on peut avoir dans le cloud qui sont, on va dire, isofonctionnelles que celles qu'on mettrait dans une on-prem.
Peut-être effectivement rapidement, ce qu'on attend évidemment d'un intégrateur de proximité, c'est avant tout de revenir à ce que veut le client. Donc le client, s'il attend effectivement d'avoir un acteur de proximité, de confiance, et d'être un one-stop shopping en être capable de confier à la même personne, la même entreprise, eh bien, l'analyse des besoins, parce que chaque entreprise a des besoins particuliers, la TPE, la PME, la grand compte, c'est pas du tout la même approche d'analyser, de collecter les besoins. La mise en place de la solution, avec effectivement à sa marque, avec ces différents forfaits qui bundleisent peut-être la simplicité de la solution, le réseau, le fixe, le mobile, un système d'information simple avec de la facturation, et puis le run, l'infogérance, où le client attend de l'intégrateur, du partenaire, eh bien, un suivi avec des solutions que l'on fournit. Étienne parlait également de la partie analytics que l'on a maintenant dans les clouds. Il n'y a plus d'excuses pour être capable d'accompagner le client en service, en accompagnement, en consulting, pour dire voilà, au mois le mois, voilà comment votre entreprise va communiquer, voilà comment votre entreprise évolue sur son système complet. Et donc, ça veut dire que finalement, l'intégrateur se transforme en un opérateur de service de proximité, puisqu'il fait de bout en bout, le sync, le build, le run, et il le fait en étant l'interlocuteur unique. Et donc, finalement, le challenge de l'intégrateur, c'est de dire à quelle vitesse je suis capable, moi aussi, de me transformer en opérateur de service et de fidéliser mes clients sur l'ensemble de la chaîne. Donc, au final, c'est beaucoup de valeur à prendre, voire à reprendre pour le partenaire et pour l'intégrateur. Oui, je vais redire simplement ce que vous avez dit auparavant, c'est-à-dire effectivement tout l'accompagnement, la formation, les outils, c'est des choses qui sont essentielles au fait que l'intégrateur soit performant ensuite dans l'accompagnement de son client et de la vente. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on arrive tous aussi un peu avec des offres, en tout cas dans un mode cloud, qui sont time to market, donc qui sont prêtes à être utilisées commercialement. Ça laisse le temps aussi à l'opérateur ou l'intégrateur de se concentrer sur son offre de service avec une offre cloud, de se concentrer sur son parcours client, sur les outils qu'il met à disposition. Et puis ce qu'on note aussi, on en parle très peu, mais c'est la relation client-fournisseur qui change. C'est-à-dire les clients aujourd'hui sont demandeurs d'avoir un seul interlocuteur. Avant, le client il devait avoir le choix de trouver un droit de son matériel, après l'intégrateur, le prestataire, son offre télécom. Voilà. Donc aujourd'hui, cette relation, elle change complètement. Le client est demandeur d'avoir un seul interlocuteur qui l'accompagne sur l'ensemble de ses services et surtout sur sa transformation digitale. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, les entreprises sont très demandeuses de ça et c'est dans ce sens-là que l'intégrateur, avec toute la chaîne de valeur, nous, éditeurs, opérateurs de marque blanche, font que cette transformation est un vrai succès. Et rapidement, Pascal. Oui, écoutez, nous, l'expérience qu'on tire d'à peu près d'1 200 000 utilisateurs de nos solutions, c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait de l'accompagnement, comme tout le monde l'a dit jusqu'ici. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a choisi un modèle de business complètement indirect, parce qu'on pense que nos partenaires, distributeurs, intégrateurs sont vraiment ceux qui sont au contact de l'utilisateur final et qu'ils ont besoin de les former et de les rassurer surtout, parce que passer d'une solution on-prem à une solution dans le cloud, ça suscite beaucoup de questions sur où sont mes données, comment j'y accède, quels sont les systèmes de sécurité, comment vous assurez la qualité de service. Donc tout ça sont des éléments qui doivent être présentés au client final et l'assurer qu'un passage dans le cloud, c'est une solution facile à mettre en œuvre, surtout facile à utiliser. Et ça aussi, c'est un élément important qu'on doit partager avec nos partenaires pour qu'ils le partagent avec leurs clients, pour dire mettre en place une solution dans le cloud, ça doit être simple à mettre en place. Et puis pour favoriser aussi je dirais le décollage de l'activité de communication unifiée, c'est peut-être d'avoir un discours plus business avec les entreprises, c'est de dire comment les communications d'entreprise contribuent au business de votre entreprise. Et nous, grâce à un système d'analyse en temps réel des communications d'entreprise, on est capable de démontrer aux patrons de la PME comment ces communications contribuent au business de l'entreprise, le nombre d'appels entrants, le nombre d'appels sortants, ceux qui n'ont pas abouti. Et ça, c'est intéressant parce que quand on montre ce type d'analyse à ses clients, tout de suite, on ne parle plus tellement télécommunications, on parle business et comment les communications d'entreprise contribuent au business de cette entreprise. En termes de modèle économique, lorsqu'on a préparé cette table ronde, j'ai ironiquement demandé à certains d'entre vous si la guerre était finie, si finalement le modèle
à l'usage l'avait emporté. Est-ce que ce n'est pas justement le modèle de paiement à l'usage qui favorise ce décollage et surtout la croissance de ces solutions full cloud? Nicolas, Franck et Pascal. Alors, Franck, Nicolas et Pascal, peu importe. Oui, effectivement, le paiement à l'usage, le modèle OPEX de licence qui est associé à un utilisateur sur lequel est compris l'ensemble des services, incluant également le support et la maintenance. C'est un modèle qui aujourd'hui plaît aux entreprises, qui plaît aux clients en termes de finalité auprès de l'entreprise, pour la simple raison que c'est quelque chose qui est aussi modulable suivant la taille de l'entreprise et suivant les usages qui se font à l'intérieur de l'entreprise. Voilà, donc on parle effectivement de la communication unifiée, mais il y a toujours besoin de postes fixes pour certains, on va dire, métiers de l'entreprise. D'autres, il n'y en a plus besoin. Il y a des entreprises qui aujourd'hui prennent le pari. Et il y a des exemples aujourd'hui concrets où des entreprises clairement ont fait le choix, les décideurs ont fait le choix sur par exemple 2000 salariés de prendre que 300 postes fixes et tout le reste c'est des populations de commerciaux ou d'itinérance sur des solutions embarquées sur son device PC, Mac ou de téléphone. D'accord. Nicolas? Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, dans ces modèles de consommation, on a, vous et nous, les éditeurs, il n'y a plus d'excuses de ne pas bien faire bon du premier coup. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les entreprises, certaines, peut-être les plus petites, vont vouloir des forfaits, vont vouloir être peut-être frileux à s'engager, donc ils vont être dans un engagement as a service au mois le mois, et donc forcément, c'est plus cher dans la souscription, mais l'accompagnement va être forcément plus intéressant pour le partenaire. Et puis, les grands comptes vont vraisemblablement vouloir négocier la partie tarifaire, vont être capables d'avoir collecté les besoins en disant j'ai tant de centaines, tant de milliers d'utilisateurs qui vont opter pour tel type de solution. Donc là, j'ai plutôt envie finalement de m'engager et d'avoir une remise sur le modèle. Donc aujourd'hui, les solutions, peut-être finalement, les pièces du puzzle sont toutes flexibles de la même façon. Que ce soit les Microsoft, les Google, etc., la suite applicative, les CRM, les ERP, la téléphonie, les télécoms, tout le monde adopte le même modèle et donc vous avez la possibilité finalement de faire l'adjonction et de dire voilà monsieur le client, c'est tant par mois, tout est compris et c'est soit avec un engagement, soit c'est sans engagement. Et bien sûr, pour les très grands comptes qui vont vouloir payer à la carte, et bien évidemment, vous et nous, on a les solutions pour être capable de facturer au plus juste. Et Pascal? Je crois que ce qui est le plus important, c'est la flexibilité. C'est vraiment toute la flexibilité que la facturation à l'usage apporte. Et puis surtout, je vois quand on discute avec des clients en France, et pas uniquement en France, c'est la capacité à très rapidement déployer la solution quand ils investissent un nouveau bâtiment, quand ils souhaitent déménager. La flexibilité marche aussi à la baisse. Si à un instant donné, l'entreprise a besoin de se séparer en d'effectifs, la facturation à l'usage apporte beaucoup de souplesse et beaucoup de flexibilité dans la façon de gérer ces outils de communication entreprise. Ce modèle économique, il pose des questions, notamment en termes de marge. Là, Pascal, vous parlez justement de la question de la flexibilité. Je pense que ça induit également une flexibilité en termes de marge que doivent adopter les intégrateurs. Comment est-ce que les intégrateurs trouvent leur place dans ce modèle? Jean-François Katz et puis Gilles. Encore une fois, ils trouvent leur place en accompagnant au jour le jour sur le choix des décisions et sur la formation, comme tu as dit Gilles, leurs clients, mais également au travers des API ouvertes et standards qu'offrent toutes ces solutions full cloud. Ils ont une opportunité énorme d'intégrer les applications métiers des entreprises à cette solution de communication unifiée. Difficile. Voilà, en un mot, difficile. Alors, je vais élaborer évidemment. La question du modèle économique et de son adhérence, elle ne se pose pas. Depuis très longtemps, en fait, vous avez énormément de partenaires, d'intégrateurs, d'infogéreurs qui appliquent de toute façon le modèle économique du cloud. Mais il appliquait sur du logiciel.
ça étonne personne et ça bouleverse personne de dire que Salesforce fait du SaaS. On fait ça depuis des années, c'est un no-brainer. On ne le faisait pas sur le voiture IP, tout simplement parce qu'il y avait des usages et aussi parce qu'il y avait les showstoppers, la technologie, etc., etc. Mais le problème ici qui apparaît pour un intégrateur est sur le passage du mode CAPEX au mode OPEX. Pour le client final, ce n'est pas un problème. Le client final peut acheter au moins un service avec, on va dire, tous les avantages qui sont associés. Augmenter ses capacités, diminuer ses capacités, augmenter le nombre de services, diminuer la richesse des services, etc. etc. Je dirais que le passage d'informations entre l'intégrateur et le client final se fait assez naturellement parce que le client final le fait de toute façon depuis déjà des années et on ne fait pas que, on va réinventer votre chat, il le fait déjà depuis des années. Le vrai problème est pour l'installateur privé, pour l'intégrateur qui, dans son modèle économique, n'oubliez pas qu'à la fin de l'année, ce qui compte, c'est les bénéfices qui sont réalisés et il faut payer les salaires. C'est le passage de ce mode CAPEX à ce mode OPEX. Parce que si vous dites à un intégrateur, demain tu fais de l'OPEX, cet intégrateur qui faisait 5 millions d'euros par an de chiffre d'affaires, il fera 200 000 euros. Tout simplement parce que vous passez d'un mode lifetime avec une licence que vous payez un œil à un modèle monthly yearly où vous payez une fraction qui certes cumulée sur 5 ans va donner des résultats beaucoup plus juteux pour l'intégrateur, avec la promesse de la flexibilité pour l'utilisateur final, mais qui, s'il n'est pas intégré initialement dans le modèle économique de l'intégrateur, lui pose tout simplement un problème de survie. Donc oui, je reviens à mon mot initial, difficile. Nicolas, puis Franck. Alors, donc effectivement, c'est le point crucial. C'est-à-dire, effectivement, dans ce modèle économique, si moi je suis l'opérateur de services de proximité, si j'accompagne N centaines de clients, comment je fais pour faire de la croissance et gagner ma vie alors que je suis en transition dans mon modèle, comme le digit d'un modèle CAPEX et un modèle OPEX. En fait, on travaille sur plusieurs points. Déjà, la marge entrante et la marge sortante. C'est-à-dire de dire, la marge entrante, vous êtes aujourd'hui la capacité de bien négocier, de bien choisir vos solutions et avec des éditeurs qui vous laissent de la valeur. Donc déjà, on n'est pas tous égaux sur ce thème. Donc c'est sûr que c'est intéressant de regarder des opérateurs également qui laissent la possibilité à l'intégrateur de prendre la marge sur le réseau, sur les minutes, etc. Ce qui fait qu'il y a un volume et la marge globale pondérée, elle est intéressante. Ça, c'est vraiment déjà le côté achat. Et puis après, il y a la marge sortante. C'est-à-dire que la marge, c'est aussi si se gagne au quotidien quand on déploie des clients. Si vous déployez un client de centaines de postes et vous mettez 2 jours ou vous mettez 2 heures pour le déployer, ce n'est pas la même chose dans votre in fine. Donc évidemment, tous les outils que vous allez pouvoir avoir pour industrialiser avec les partenaires agrégateurs, mais également les solutions où il y a des portails, on peut vérifier presque comme un mode RP combien de temps je vais pour déployer, combien de temps je peux effectivement récupérer le cash de ma signature client. Tout ça, c'est des sujets qui se mesurent. Et j'allais dire, l'industrie des télécoms, on a quand même un peu progressé, on s'est un peu digitalisé et on a maintenant les outils pour bien vérifier que la marge sortante, elle est bien prometteuse par rapport à mon choix de fournisseur. Donc, c'est quand même deux aspects. Et aujourd'hui, avec les partenaires avec qui on travaille, on regarde ces indicateurs et on est content de voir qu'ils progressent également en profitabilité en sortie. Franck, et ce sera, je crois que vous aurez le mot de la fin, j'aimerais quelques... Non, mais juste un point sur la partie, sur le modèle économique. C'est vrai qu'il y a ce sujet de transformation d'un modèle CAPEX à OPEX. Alors, les intégrateurs l'ont déjà un peu entamé en s'appropriant un peu la partie opérateur, avec des offres type VGA, DSL, SDSM. La VGA était un peu point d'entrée important pour les opérateurs. Donc, c'est la revente en gros de l'abonnement France Télécom. Donc, ça, c'était un point. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la France est un des rares pays d'Europe où on est aussi dynamique sur le marché de l'opérateur et qui a un écosystème aussi dense et qui a aussi autant d'acteurs qui ont l'opportunité de vendre des télécoms ou de vendre de la voix sur IP, de cloud, auprès ou précédemment de la VGA ou d'autres, auprès de l'entreprise finale. Voilà. Et pour ça, c'est qu'il y a une dynamisation qui se fait sur ce marché-là. Alors, l'ensemble de ces acteurs représentent quelques pourcents par rapport aux opérateurs Tier 1 qui sont Orange, SFR et Wii. Mais il y a ce dynamisme et les espaces économiques qui sont présents. Donc, le modèle économique est là. Les éditeurs font en sorte que les prix
soit en concordance avec l'opérateur qui va opérer ou l'intégrateur et qui va ensuite pouvoir vendre. Et les communications unifiées, c'est une belle opportunité de monter en valeur, de monter en service pour amener des usages complémentaires et de les valoriser au sein de l'entreprise. Messieurs, je voudrais rajouter quelque chose parce que malheureusement, le passage du CAPEX à l'OPEX est un frein aujourd'hui au déploiement des solutions de communication. Parce qu'on a un certain nombre d'intégrateurs qui ont travaillé depuis longtemps avec des constructeurs qui leur fournissaient du matériel, sur lequel ils vendaient du matériel, sur lequel ils constataient très rapidement leur marge, et surtout avec toute une équipe et un écosystème qui permettait de déployer ce genre de solutions. Aujourd'hui, les solutions qu'on déploie dans le cloud, en mode OPEX, nécessitent une certaine révolution culturelle, aussi bien de la part de leur force de vente que de la part de leur force de déploiement, et surtout de l'aspect financier de l'intégrateur, dont le modèle économique change très rapidement. Merci, messieurs, pour vos remarques. Juste avant de conclure la table ronde, est-ce que les intégrateurs dans la salle pourraient lever la main, s'il vous plaît? Ah, magnifique, il y en a quelques-uns. Hormis l'intégrateur qui a magnifiquement animé la table ronde, la première de ce matin, juste une petite question avant de conclure. J'aimerais savoir si vous partagez les conclusions sur la dernière question. Si économiquement, les différents schémas qui ont été dressés par nos intervenants, encore une fois très bien et très clair, vous les vivez sur le terrain, et si ce n'était pas le cas, qu'est-ce qui vous permettrait de mieux vous y retrouver et d'éviter un décrochage comme celui que mentionnait Gilles Guéral, vous parliez de 5 millions à 200 000 euros, ce qui est, je pense, qui est une catastrophe industrielle pour n'importe quel intégrateur dans la salle. Harakiri instantanément. Si vous aviez une question à poser, laquelle serait-elle? N'ayez pas peur, c'est la dernière question avant le déjeuner. J'ai vu un certain nombre d'intégrateurs, je peux me déplacer, amener le micro. Une question. Est-ce que vous partagez ce bilan? Si vous ne le partagez pas, pourquoi? Tout le monde le partage, donc vous êtes donc tous d'accord? 5 millions à 200 000. Ah, voilà. Une question. Quand même, une seule question. Attendez, jamais le micro. Parce que vous... Ah, oui. Ah, bah oui, il y a une grosse. Le premier problème, c'est payer des commissions aux commerciaux avant tout. Bon, au moins, c'est clair. Est-ce que vous avez une remarque, messieurs, à faire? Alors, attendez. Est-ce que vous pouvez passer le micro? On parle de nous, là, mais il faut aussi parler des clients. Et aujourd'hui, on est dans un monde qui est quand même dirigé par la finance. La finance, aujourd'hui, raisonne EBITDA. Dans l'EBITDA, il n'y a pas le CAPEX. Donc, il y a certains clients pour qui l'EBITDA est très important. Ils vont privilégier des solutions dans lesquelles il y a du CAPEX. D'autres, qui sont moins sujets à ça, vont dire l'OPEX, c'est pas mal. Et ce n'est pas neutre quant à leur choix. Donc, il faut être capable d'être assez flexible selon ce que veut le client et comprendre un petit peu comment le client fait ses comptes. On est dans ce monde-là aujourd'hui. Merci. Est-ce que vous avez une remarque, une dernière remarque par rapport dernière remarque, et puis et après, il y aura la conclusion qui sera. C'est peut-être pour faire écho au monsieur de derrière, au monsieur de devant. Excusez-moi, je ne connais pas vos prénoms. Oui, effectivement, c'est un challenge pour les partenaires, pour les intégrateurs. On l'a évoqué ici. Parce que ça veut dire la réorganisation de la société, et effectivement un commercial qui est payé upfront ou en back-to-back sur une vente et qui se retrouve d'un seul coup à devoir attendre 5 ans pour toucher sa commission, oui, il faut effectivement revoir un peu le modèle ou changer de commercial, ça dépend, il faut faire les deux. Donc, et concernant le CAPEX-OPEX, je ne suis pas tout à fait d'accord, je pense que c'est un raisonnement qui est juste, mais c'est un raisonnement comptable. La vraie valeur de la société, parce que de me refiler, effectivement, vous pensiez à la revente de votre société pour avoir des beaux jours à la retraite, j'imagine. La vraie valeur de la société, ça ne va pas être le bout de métal que vous allez envoyer chez les clients. La vraie valeur, ça va être votre portfolio client. C'est ça votre valeur. Ça va être votre capacité de dire, et pour ça, il faut mettre des métriques en place, j'ai X clients, sur mes X clients, je génère tous les ans tant de revenus. Et sur ces tant de revenus, je vais faire telle marge. Et j'ai tel turn-in, tel turn-out. Et c'est ça qui va permettre effectivement de valoriser votre société, et c'est ça que devra voir l'investisseur. Si vous, surtout, ne posez jamais la question à un comptable. Effectivement, le comptable vous dira
PNL. L'investisseur, il va regarder, et c'est tout un travail qu'il faut faire l'investisseur, la valeur de la société qui est, vous êtes un seau, et dans le seau, vous avez de l'eau. L'eau, c'est vos clients. C'est ça votre valeur. Combien de trous vous avez dans votre seau, et quel est le nombre de quantités d'eau que vous avez dans votre seau qui s'évapore. Voilà, c'est ça qui va calculer aujourd'hui. Ok, merci beaucoup. Voilà, on va pouvoir conclure. Merci. Restez assis, on va faire juste une conclusion.